Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour mon cher Mario, comment vas-tu en cette belle journée où il fait 40 degrés dehors? Mais nous, on a la chance d'être dans un beau local climatisé. Oui, la clim. Ouais, qui fait que on est quand même très bien. On est dans les bureaux de Microsoft. Mm-hmm. Lundi, 11 juillet, donc en plein milieu de l'été. Peut-être certains de nos auditeurs sont en pleine vacances, profitent de la belle température extérieure. Nous, Peut-être qu'on enregistre ça pour rien, il y a personne qui va nous écouter. Ça se peut, hein, mais c'est le plaisir d'un podcast. Tu sais jamais si ça vaut la peine de le faire, mais tu le fais parce que, bon, il y a un rythme qu'on suit. Oui, mais on a encore des podcasts qui datent de plusieurs années qui sont encore très écoutés. Oui, c'est surprenant même. Oui. Même, il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement en disant, vous savez, vous avez des podcasts que vous avez fait il y a 5-6 ans sur un sujet en particulier. Ça serait plaisant de réavoir le même invité pour reparler du même sujet, juste pour voir où est-ce comment les choses c'est quoi ont évolué. l'évolution? Oui, non, mais écoute, c'est intéressant. C'est une bonne idée. La difficulté, c'est est-ce que les gens qui ont fait un podcast il y a 5-6 ans sur un sujet, ça leur intéresse de refaire un autre podcast sur le même sujet? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Ouais. Mais on garde l'idée parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Guy, toi, tu reviens de la belle patrie, je sais pas si on peut dire la patrie. La patrie. La patrie de Victor Hugo. Oui, le pays, la France, pour ne pas la nommer. C'est ça, exactement. J'ai eu de la misère à arriver à... Ça va être long. Oui, hein, la patrie de Victor Hugo. Oui, je reviens de Paris, France. J'ai été conférencier à l'université du Issy. Ça s'est bien passé. Oui, en fait, c'est que j'avais 20 minutes et c'est une session de 20 minutes et je te dis que c'est pas facile de présenter un sujet en 20 minutes. Donc, ma conclusion a été un petit peu brusquée, mais bon. Mais c'est ça, en 20 minutes, tu sais, si tu veux juste te présenter, faire une introduction qui a un peu d'allure, tu sais, c'est bonjour, je m'appelle Guy Barrette, mais faut que tu coupes. Écoute, je regardais, il y avait quelqu'un là qui faisait l'introduction au début, là, puis je regardais le timer, là, il m'a pris 3 minutes de mon temps. T'en restais 17. Ouais, fait que en fait j'aurais aimé ça avoir les 3 dernières minutes qui me manquaient, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ça a été très 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 plaisant, une petite semaine à Paris. Oui, t'en as profité pour prendre quelques jours aussi avec ta conjointe. Oui. Et j'ai là-bas, c'était le 1er juillet, j'ai eu une agréable surprise. Ben oui, toi, c'est vrai, c'est ton renouvellement MVP. C'est le 1er juillet et j'ai changé d'expertise. Ah oui, donc t'es plus un MVP ASP.net. Donc t'es rendu MVP... MVP Azure, Architecture Azure. Architecture Azure. Oh, ouais. Ah ben félicitations. Oui, hein. oui. Je suis dans les nuages. Je trouve que ça fait plein de bon sens si on prendrait... C'est un anglicisme, je pense dire ça, mais au Québec, on le dit, là. Ça fait plein de bon sens dans le sens où est-ce que ça fait quoi, 1 an là, que tu fais beaucoup de présentations sur le domaine. Mais ce que je trouve intéressant au niveau des MVP Azure, c'est qu'ils définissent MVP Azure développeur, architecture, SQL Azure. Donc, il y a une bonne séparation là des compétences, je pense. Mm-hmm. Ben, c'est fun. Et toi, de ton côté? Ben moi, écoute, je suis toujours dans l'écriture du livre, hein, forcément. Ça, c'est ce qui occupe une grosse partie. Tes mémoires, hein, je pense. Oui, c'est ça. Mes mémoires d'outre-tombe. Le livre, pour ceux qui seraient pas au courant, c'est que je suis en train d'écrire un livre pour Addison Wesley sur les spécifications agiles. Et c'est un beau projet. Là. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis à côté, j'ai quelques petits mandats, donc et tu profites de l'été. Oui, avec les enfants. On prend pas, souvent, on partait nous autres comme 3-4 semaines. Là, cette année, ce sera pas le cas. On prend plus des 3-4 jours, soit en camping ou dans la famille. Donc, des petits blitz. Des petits blitz, mais on va se reprendre à l'automne. Là. Mm-hmm. On fait ça différemment cette année. Pas trop de vacances en été. Il y aura des vacances quand il fera froid au Québec. C'est une bonne stratégie. Je sens Disney ou le Sud qui vous appelle. On verra. Donc, on arrive sur ce, notre invité, Frédéric Harper,
Donc, je pense, Frédéric, juste pour ceux qui sont Canadiens, on sait que notre premier ministre s'appelle Harper, qui en français se dirait Harper. Donc, tu t'es fait agacer beaucoup avec... je t'aimais bien, Mario. Ça vient de changer. Non, mais pour tout le monde t'appelle Fred. C'est vraiment la façon qu'on te connaît. Donc, quand on parle de Fred, on sait que c'est Fred du bureau de Microsoft à Montréal. Depuis quelques mois, ça fait quoi, 6 mois maintenant? Oui. Ben, j'ai débuté début 2011. Mm-hmm. Au début de l'année. Ça va vite, oui. Ça va super vite. Donc, ton poste chez Microsoft, le titre officiel? Ben, le titre officiel, c'est évangéliste aux développeurs. Donc, c'est pas un titre que tous les évangélistes utilisent chez Microsoft, parce qu'il y en a qui préfèrent plus conseiller ou advisor. Parce que évangéliste, ça peut laisser sous-entendre un peu comme on a dans le sud des États-Unis, un preacher qui porte la bonne parole. Mais c'est drôle parce qu'aux États-Unis, quand tu dis ton rôle c'est évangéliste, c'est un terme qui est pas péjoratif. Tandis qu'au Canada, c'est tout de suite associé à la religion, tandis qu'aux États-Unis, c'est pas tout de suite je pense associé. Que c'est le cas aussi en Europe. Ouais. Peut-être aussi, ça dépend finalement comment les cultures... culturellement, c'est quoi la relation des gens par rapport à la religion? Mais le fait que t'aimes garder le titre aussi, ça doit servir aussi de ce qu'on appelle des icebreaker. Exactement. Exactement. Ben moi j'aime le titre en partant, donc c'est le icebreaker, c'est en deuxième, c'est un bonus. Ouais. J'aime vraiment le titre. Je trouve que c'est une culture qui est pas assez présente au Canada, qui est un peu plus présente aux États-Unis, avec qu'on a vu il y a quelques années des gars comme Guy Kawasaki qui faisait ça pour Apple, puis là on en voit de plus en plus. C'est vraiment un titre que moi je trouve intéressant, donc j'ai décidé moi de le garder parce que aussi ça résonnait quand même assez bien avec mon audience, mais effectivement c'est un icebreaker parce que quand je fais une présentation, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vois le gros point d'interrogation pour la plupart des cas, et là ça me permet d'expliquer exactement c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que je fais au sein de Microsoft, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ça a l'air de quoi d'une journée classique de Fred? Une chose qui est sûre, c'est que t'es pas payé par Microsoft pour rentrer puis poinçonner au bureau de Microsoft. T'es vraiment plus sur la route. Effectivement. Ben, j'ai pas de journée classique. C'est des mois classiques peut-être qui reviendraient, je te dirais. Mes journées sont vraiment différentes. Je peux avoir une journée où je vais passer ma journée complètement dans une conférence. Donc, soit assister, soit faire des présentations. Ça va pouvoir être d'aller dans des user groups, dans des groupes d'utilisateurs. Encore là, soit assister, soit présenter. Simplement, des fois, juste réseauter. Je peux faire des journées, ça va être juste du courriel, parce que des courriels, il en rentre dans ma boîte de réception. Donc, ça peut être de suivre les mailing lists, ça peut être de répondre à des questions que des gens ont sur les technologies Microsoft. Grosso modo, mon travail... Bloguer aussi? Oui, bloguer. Parce que avant d'être chez Microsoft, tu étais connu pour un blogueur prolifique. Oui, ben, je suis connu peut-être pas, là, mais je bloguais beaucoup, disons. Mais non, c'est bloguer, être présent en ligne. C'est une grosse partie sur les médias sociaux. Donc, on parle de Twitter, Facebook, LinkedIn, entre autres, et maintenant Google+. Faut le rajouter dans la liste. Mais généralement, quand j'ai à faire une description assez courte de ce que je fais, à la blague, j'aime dire que mon travail, c'est de donner de l'amour aux développeurs. Et plus sérieusement, c'est de faire le lien entre Microsoft et les développeurs et entre les développeurs et Microsoft. Ce qui est très important, c'est d'être le pont entre les deux, mais pas juste dans un sens, dans les deux sens. Et ton marché, tu couvres moi, mon focus est plus sur tout ce qui est technologie web, mais encore plus précis sur tout ce qui est l'ouverture d'esprit de Microsoft. Donc, on parle ici d'open source, on parle des standards ouverts, on parle d'interopérabilité, on parle de l'OpenGov, le gouvernement ouvert. Puis en termes de région, dans le fond, je dirais que principalement, je couvre Montréal-Québec parce que je suis francophone, parce que j'habite à Montréal, mais on couvre quand même le reste du Canada. Donc, on est une équipe là, présentement, on vient de retomber à 9 personnes dans l'équipe, donc 6 du côté développeur, 3 du côté IT Pro. Puis à 9, on couvre le Canada au complet. Puis toi, une de tes particularités, c'est que tu fais presque, en tout cas, plus que 50% de tes interventions sont en français. Tu sais, tes blogs, tu vas bloguer en français.
Effectivement. Ça peut arriver à l'occasion que tu vas répondre, mettons, que tu vas tweeter en anglais parce que, bon, si la personne parle en anglais, tu vas y parler en anglais là-dessus. Mais c'est quand même intéressant de voir ça parce que pendant plusieurs années, malheureusement, on a hérité beaucoup de gens qui avaient ce titre-là, mais qui étaient anglophones, qui venaient de Toronto. Et là, d'avoir des gens qui se gênent pas pour le faire en français, c'est bien. Ben, ce qu'il faut comprendre, ce qui est même intéressant dans ça, c'est qu'un des choix de m'avoir pris moi, parce que j'étais pas le seul en liste, c'est entre autres parce que la personne qui gérait l'équipe dans ce temps-là voulait aller chercher quelqu'un qui était francophone. Donc on a déjà Christian dans l'équipe qui est francophone, mais qui, disons, bon, il habite au Québec, mais il était à la limite d'être à l'Ontario, donc il est à Gatineau. On a Rick qui est un franglais, je dirais qu'il parle très bien français, mais quand il parle français, il a un accent anglais et un accent du Nouveau-Brunswick. Donc des fois, ça corse un peu les choses, mais petite blague pour Rick, il parle très bien français. Mais d'avoir quelqu'un qui est capable de couvrir plus facilement Montréal-Québec, c'était un des points, parce que Microsoft a eu tendance à travers les années à couvrir un peu plus le côté anglophone. Ce qui est, en tant que francophone, je le comprends un peu parce que si on regarde le Canada qui est à couvrir, le nombre de développeurs francophones est moins élevé. De là à pas s'en occuper, c'est pas ça le but. Donc c'est une des choses pourquoi que en arrivant chez Microsoft, un de mes mandats, puis ça tombe bien, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais c'est mon patron qui m'a dit non, j'aimerais vraiment ça que tu fasses ça, c'est de partir un blog francophone. Donc pour les développeurs francophones, c'est de faire les présentations aux endroits comme à Québec, à Montréal, ou dans certaines communautés ailleurs où c'est francophone, de le faire en français quand je peux le faire. Parce qu'avant d'être chez Microsoft, tu avais quoi, 2 ou 3 blogs sur lesquels t'écrivais, puis que je pense que tu continues aussi à alimenter. Oui, je continue à alimenter. Juste pour il y avait quoi, Ben, j'ai un blog aux allures plus personnelles, je dirais, qui est à la base 2, qui est un blog vraiment, je parle de n'importe quoi, à peu près tout, sauf, je dirais même technique, à la limite, c'est vraiment un blog personnel. Puis j'ai des blogs que j'ai ouverts pour des projets que j'avais spécifiques. Par exemple, un podcast audio, qui le nom est en anglais, mais qui est en français, donc We Are Geek. Okay. Et un podcast vidéo qui s'appelle Portrait de blogueur. Tu sais que de prendre des termes, nommer quelque chose francophone en anglais, ça semble être la grosse mode aujourd'hui en Europe, là. En France, là, on se demande pourquoi, mais donc, tu sais, t'es dans l'air du temps. Ah bon. D'ailleurs, nous, on n'est pas mieux à Visual Studio Talk Show. Ben oui, effectivement. Puis tu as aussi lancé les cafés et codes à Montréal. Oui. Ouais. Donc, si les gens veulent te rencontrer, ils peuvent te rencontrer lors de ces événements-là. C'est une façon pour moi une autre façon de rencontrer la communauté. C'est une idée que j'ai volée sans aucun remords à Joey de Villa qui faisait partie de l'équipe, qui faisait ça à Toronto une fois par mois. Donc je me dis pourquoi ne pas reprendre l'idée à Montréal. C'est quoi un café et code? C'est à la base, je dirais que c'est des développeurs qui se rencontrent dans un café, dans un endroit où on peut prendre un café, une boisson froide. Au moins, il y a de l'Internet. C'est comme le critère, ça prend d'accès à l'Internet. Moi, mon critère, c'est un accès Wi-Fi, puis beaucoup de power bar, beaucoup de prises. Et du café. Et du café, effectivement. Oui, c'était un des critères importants. Puis le monde sont invités à venir. Puis à coder chacun sur leur projet. Donc, on travaille pas sur un projet en commun, on code chacun sur nos projets, puis on est là pour réseauter ensemble, parler technologie. Et je t'avouerais, depuis, là, je l'ai fait depuis 3 mois à peu près, 3-4 mois, on n'a pas codé beaucoup. On a fait des exemples, on a regardé des problèmes que certaines personnes avaient, mais ça s'annonce beaucoup plus un café jasé. Mais c'est intéressant parce que si quelqu'un est intéressé par une technologie de Microsoft, peut aller dans un café code puis discuter de cette technologie-là avec toi. Donc, au lieu d'attendre de te rencontrer dans une conférence, par exemple. Effectivement. Puis moi, je te dirais, j'ouvre ça à discuter de technologie, point. Donc, ce qui rentre un peu dans mon focus. Moi, j'ai aucun problème. Si quelqu'un veut venir discuter PHP avec moi, ben je vais jaser un peu PHP avec lui. Mais je vais peut-être lui montrer que, regarde, rouler PHP sur Windows, c'est facile, puis utiliser PHP sur Azure, ça se fait bien aussi. Donc, c'est sûr qu'il va toujours avoir un petit penchant Microsoft à quelque part, mais je suis ouvert à beaucoup de choses. Puis écoute, pour les cafés et codes, je les fais une fois par mois. Okay. Présentement, ça se fait au café Funzo, qui est pas très loin du métro Peel. Dans le fond, vous pouvez voir, il y a une page Facebook. C'est au centre-ville de Montréal. C'est au centre-ville de Montréal. C'est un après-midi. C'est un après-midi. Généralement, j'essaie de faire ça le dernier vendredi du mois. C'est pas toujours possible, soit parce qu'il y a des congés, soit à cause que, comme Mario disait tantôt, je voyage beaucoup avec le travail, donc des fois, je peux ne pas être à Montréal.
Mais il suffit de suivre dans le fond la page Facebook. Puis vous allez avoir les informations. Ton background, tu l'as dit, tu as fait du développement PHP, tu as fait du développement ASP.NET, donc web principalement. Oui. Donc avant d'être chez Microsoft, c'est vraiment ce qui a alimenté ou en tout cas occupé une partie de ta carrière. J'ai fait un gros mix entre, je te dirais, les dernières années, j'avais un peu de mobilité. Donc j'avais inclus la mobilité là-dedans. J'ai fait un peu d'ASP.NET, mais pas énormément. Je te dirais peut-être en 10 ans en technologie, j'ai peut-être 3 ans où j'avais la moitié de mon temps, des fois moins, qui était avec les technologies Microsoft. Donc, j'avais du ASP.NET, C#, je faisais du SQL Server, SSIS, SSRS, mais principalement, mon background est vraiment avec des technologies open source. Donc, comme PHP et compagnie. Exactement. T'es un développeur à la base, t'es pas un gars de marketing. Là. Juste pour que les gens là, soient très au courant de ce fait-là, t'as un poste d'évangéliste, mais t'es pas un vendeur. Non. Je suis c'est mon côté un peu mais à la base, c'est ça, le poste d'évangéliste, c'est pas un poste de vente, là. C'est un poste pour discuter avec les développeurs de technologie. Donc, tu mets pas un vendeur ou pour ceux qui nous écoutent en Europe, un commercial dans ce rôle-là. C'est vraiment quelqu'un qui code, là. Ben oui, effectivement, faut que tu aies l'expérience de coder. C'est sûr que présentement, si on parle de ratio, je parle plus que je code parce que mon travail c'est de faire des présentations, c'est d'aller jaser avec les développeurs, mais faut quand même que j'aie le côté technique, la flamme aussi en arrière de tout ça, de dire OK, il y a une nouvelle technologie. Qu'elle soit Microsoft, faut technologie, ben faut que je l'essaie, faut que je joue avec. Quand je fais des présentations, ben vous savez les gars, faut faire mon code pour ma présentation, faut que je le teste pour être sûr que ça fonctionne bien, puis que je comprenne les nouvelles fonctionnalités. Donc il y a toujours l'aspect développement derrière de ça. La seule différence, c'est que je travaille pas sur un produit. Ouais. Je peux me faire des petits projets à côté, des projets des fois pour tester une technologie, mais de là à dire je travaille pas sur un produit qui va être livré éventuellement. Écoute, je pense que ça fait le tour. On va faire la pause, nous, puis on va revenir parce qu'on veut discuter avec toi de HTML5. Frédéric, HTML5, si on essaie juste de définir, parce que c'est un mot on peut quasiment dire qu'il est galvaudé depuis quelques mois, parce qu'il semble avoir plusieurs significations au terme HTML5. Donc, si on y va, sa définition la plus brute, la plus simple, là, qu'est-ce que c'est HTML5? Ben, HTML5, c'est la continuité d'HTML4. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des nouveaux tags qui ont été rajoutés pour permettre d'avoir un web qui est peut-être plus intéressant pour les utilisateurs, pour faciliter la vie des développeurs. Donc, si on se tient à la définition stricte, c'est vraiment juste la nouvelle version d'HTML. Donc, c'est rien de magique, c'est rien d'extraordinaire, c'est vraiment juste la continuité. Donc, si on revient, HTML, c'est une série de balises que t'insères, qui vont te permettre de pouvoir faire ton visuel, le rendu d'une page. Puis ces balises-là, ben il y avait des tags classiques, là, H1 pour les headers, après ça les paragraphes et compagnie. Et là, dans HTML5, on rajoute des nouvelles balises. Parce que, bon, il y a des balises qu'on ne peut négliger, par exemple, la balise pour faire de la vidéo. Exactement. Donc, il y a 5 ou 6 balises très importantes. Une qui est les canevas, donc qui va te permettre de pouvoir faire justement une espèce de rendu graphique directement. Donc, balises pour faire la vidéo, balises pour faire du rendu graphique et quelques autres balises. Ouais, ben, il y a des balises comme la balise audio qui est sensiblement pareil à la vidéo, mais qui est très pratique. T'as nommé Canva, il y a la balise SVG qui est mieux intégrée. Il y a des balises plus sémantiques, donc on parle de header, footer, aside, qui nous permettent d'avoir une meilleure structure de notre page web. C'est pas que c'est des choses qu'on pouvait pas faire avec les divs, mais si on pense vraiment à un web plus sémantique, par exemple, pour mieux définir sa page, pour permettre à des personnes qui auraient des difficultés, qui utiliseraient par exemple juste screen reader, des lecteurs d'écran, ben ça va leur permettre de mieux définir un site web. Donc, des balises comme ça qui sont utiles. Encore là, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est révolutionnaire, puis en même temps, c'est pas révolutionnaire. C'est vraiment la suite
d'HTML, donc. Mais ça nous permet de faire des choses plus facilement. Beaucoup de gens ont dit, les balises supplémentaires qu'on a ajoutées, c'était surtout pour plus avoir besoin d'avoir les fameux plugins à la Flash ou à la Silverlight qui s'intégraient dans ta page et qui venaient compléter finalement ces tags-là qui étaient absents. Ouais. Donc, beaucoup de gens au début ont juste dit, c'est une façon de pouvoir faire disparaître les flashs de ce monde ou le Silverlight de ce monde. Je pense que c'est un peu plus profond que ça parce que tu as parlé justement d'un web sémantique, donc la capacité de pouvoir vraiment taguer et d'expliquer un peu mieux le contenu de ta page. Donc, HTML5, si on se limite à cette définition la plus stricte, c'est ça. Exactement. Mais ces nouvelles balises-là, il y a un standard qui est défini. Est-ce que c'est complété? Non. Je ris parce que j'ai énormément de discussions à propos de HTML5, puis il y a beaucoup de personnes qui s'enflamment, et je suis une de ces personnes-là, donc je trouve cette technologie-là très intéressante, mais ce qu'il faut garder en tête, Guy, c'est exactement la question que tu poses, c'est est-ce que la spécification est le final? Et non, elle est pas finale. Donc, il y a beaucoup... je veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de parties d'HTML5, donc les tags. Si on vient tantôt avec l'autre définition que le monde utilise, qui est peut-être plus large, il y a beaucoup d'éléments dans HTML5. Certains éléments sont rendus pas loin d'une version finale. Mm-hmm. D'autres éléments sont en approbation sur le point d'être approuvés comme un élément qui va réellement faire partie de la spécification. Et d'autres éléments sont simplement en mode brouillon. Ça veut dire qu'on a soumis une idée, on a travaillé sur quelque chose, ça pourrait peut-être faire partie d'HTML5, mais le groupe de travail en arrière de ça doivent encore travailler ensemble pour s'assurer que est-ce que ça va vraiment faire partie de la spécification finale. Et on parle présentement de 2014 pour avoir une spécification qui serait finale. 2014, c'est dans quelques années, là. Oh oui, on a encore 3 ans. Mais là, entre-temps, ça veut dire quoi pour le day-to-day là, du développeur web? Faut pas virer fou non plus avec ça. Faut être conscient que il y a beaucoup, comme je disais, il y a certaines parties de la spécification qui, oui, n'est pas finale, mais la plupart des gros joueurs, ceux qui font les principaux navigateurs modernes aujourd'hui s'entendent pour dire que c'est des spécifications qui devraient rester, qui devraient être là. Et pour en avoir une bonne idée, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est je regarde les différents navigateurs. Donc, on parle d'Internet Explorer 9, on parle de Chrome, on parle de Firefox, et on parle même de Opera, Safari. Et on regarde ces navigateurs-là, puis on regarde quelle implémentation de HTML5 ils ont faite. Parce que ça, c'est une autre chose qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est pas tous les navigateurs qui implémentent toutes les mêmes parties de la spécification. Surtout quand on jumelle à HTML5, les CSS, les Cascading Style Sheet, qui sont la façon de pouvoir mieux spécifier le rendu qu'on veut que les tags fassent. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué parce que on est rendu, aujourd'hui, c'est CSS3, donc la version 3 de CSS, qui elle aussi est pas solide, c'est-à-dire que chaque navigateur implémente chacun dit qu'ils sont conformes à la spécification parce que la spécification elle a des zones grises. Mm-hmm. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que si tu peux voir, par exemple, mettons que tu dis je voudrais que un bouton ait le contour rond, là, ça va être quoi être rond? Ça veut-tu dire que ça va être juste le bout du carré qui est rond ou vraiment il devient tout rond? Donc là, il peut y avoir beaucoup de petites différences dans le rendu final. Ouais. Ça veut dire que en juillet 2011, là, où on enregistre, là, je suis développeur web, je dois mettre des if IE, if Chrome, if Firefox. Non, t'as des outils qui vont te permettre, t'as des librairies qui vont te permettre de gérer une certaine constance à travers les navigateurs. Une espèce de couche d'abstraction. Oui, qui serait une couche d'abstraction. Par contre, ce qui est quand même assez bien présentement, c'est qu'il y a pas beaucoup de ce qu'on appelle des tags de vendeurs. Par exemple, je développerais pour AI, puis là, j'utiliserais un tag qui s'appellerait ms- le nom du tag ou Mozilla-. Donc, il y a certains éléments d'HTML5 qui utilisent ces tags-là où là, un if pourrait être une solution de dire si je suis sur IE, j'utilise cette fonction-là, ce tag-là. Si je suis sur tel browser, j'utilise ce tag-là. Moi, je le conseille pas. Ce que je conseille présentement, puis ça engage que moi, c'est de vraiment y aller avec les spécifications qui sont communes avec tous les navigateurs. Pour pas qu'on se ramasse dans des situations comme, moi, c'est là que j'ai perdu les cheveux qui me restaient, avec AI6, Internet Explorer 6, qui faisait beaucoup de choses à sa façon.
Et là, on était obligé justement d'avoir des if, ce qui fait que présentement, quand on arrive sur des sites web qui ont été conçus pour ces versions-là, puis on arrive avec un navigateur qui est extraordinaire, comme Internet Explorer 9, ben on n'a pas nécessairement le même rendu qu'on avait sur un ancien navigateur, parce qu'il y a des spécificités au navigateur qui sont plus là. Ouais. Donc, le conseil qu'on pourrait peut-être donner aux développeurs web présentement, c'est de se tenir au courant de l'évolution, puis de l'intégration des nouvelles balises dans les différents navigateurs, puis de pas aussi virer fou puis d'essayer d'implémenter tout aujourd'hui là. Non, parce que le problème qui peut arriver, c'est que moi je vais implémenter un des éléments d'HTML5 dans mon site web et demain matin le groupe de travail du W3C décide de le retirer de la spécification HTML5. Moi je me retrouve avec quelque chose qui est non fonctionnel sur mon site. Donc il y a quand même une certaine prudence à avoir, mais ça veut pas dire de ne pas l'utiliser. C'est vraiment juste de se tenir au courant. Puis il y a des sites qui font, là j'ai pas le lien en tête, mais vous tapez ça dans Bing ou Google, HTML5, comparaison des éléments d'implémentation. Puis il y a des sites qui répertorient très bien la comparaison de quel navigateur implémente quel élément de HTML5. Puis l'autre défi que quelqu'un qui développe aujourd'hui, c'est que c'est pas tout le monde qui a le dernier navigateur. Là. C'est pas tout le monde qui a installé IE9 ou qui utilise la dernière version de Google Chrome. Puis là, ben comment tu supportes tout ce patrimoine de navigateurs-là? C'est là où est-ce qu'une librairie comme Modernizer peut t'aider parce Exactement. que il y a des gens qui ont encapsulé dans les librairies tous les petits bouts de code JavaScript qui vont te permettre de pouvoir faire ces tests-là. Si je suis là-dessus, fais ça comme ça. Ouais. Ceux qui seraient intéressés, dans le fond, à savoir un peu plus comment ça fonctionne, ça on appelle ça des polyfills. Et c'est vraiment des correctifs, des shims, désolé des anglicismes, mais c'est vraiment des librairies, comme tu dis, Modernizer est probablement une des librairies les plus connues qui le fait assez bien pour beaucoup d'éléments. Entre autres, par exemple, on parlait tantôt des tags sémantiques. Gère très bien les tags sémantiques pour qu'on soit obligé de faire du code qui nous permettrait de fonctionner dans des navigateurs qui ne supportent pas HTML5. Donc, ça nous permet quand même de faire un site en HTML5 et d'être capable de servir nos clients, servir nos visiteurs qui n'auraient pas un navigateur moderne. Puis il y a même certains tags directement dans HTML5 qui gèrent ça. Par exemple, le tag vidéo ou audio, où tu peux, par exemple, avec le tag vidéo, tu peux afficher une vidéo sous un format si la personne n'a pas un navigateur qui supporte HTML5 ou qui supporte le tag vidéo HTML5, ce qui, à ma connaissance, n'existe pas. Tous les navigateurs qui supportent HTML5 supportent le vidéo. Tu as moyen quand même d'insérer ton bout de code Flash ou Silverlight qui te permettrait d'afficher ton vidéo, ce que tu utilisais dans le fond en temps normal. Oui. Mais là, on a parlé du HTML5. J'ai glissé un mot sur CSS3. Parce que il y a beaucoup de gens, quand ils vont parler d'HTML5, eux, par extension, ils ne pensent pas forcément juste aux tags vidéo, les nouveaux tags. Ils vont penser plus à toute la plateforme qui permet de faire ce qu'on pourrait quasiment appeler comme du Web 3.0. Je sais pas si c'est une bonne définition, mais qui est un amalgame de différentes technologies. Donc, on retrouverait dans ces technologies-là, si on y va. Donc, on a le HTML5, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? Moi, j'inclurais là-dedans JavaScript. Donc, l'utilisation JavaScript, puis CSS3, bien sûr. Donc, c'est comme ces trois technologies-là ensemble. Pour certaines personnes, quand ils parlent d'HTML5, c'est ça qu'ils ont en tête. Et puis, je te dirais que je changerais même le terme certaines personnes. Je dirais que la majorité des gens, quand on parle d'HTML5, on englobe vraiment ces trois technologies-là. Peut-être qu'il aurait fallu un terme, comme tu dis, Web 3.0, un terme qui engloberait les trois, parce que ça nous permet vraiment comme je dis, de faire des sites web peut-être plus modernes, des sites web plus interactifs, en faisant une combinaison de ces trois éléments-là. Et c'est là qu'on arrive vraiment avec des démos qui sont un peu plus flyées ou des choses qui sont un peu plus interactives ou qui sont plus visuellement intéressants. C'est quand on fait une combinaison de ces trois éléments-là. Puis, vu que le CSS, le Cascading Style Sheet, le but c'était enlevons de nos fameux tags HTML toutes les artifices de présentation, c'est-à-dire qu'on veut plus dire comment on va présenter, on va mettre ça dans du CSS, parce que ultimement, si tu regardais juste, tu avais juste des balises. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent d'un web sémantique. On dit, si tu regardes des balises, tu devrais être capable de comprendre la structure de la page ou du site, et de la page surtout. Et là, pour mettons un Google qui veut indexer, lui, c'est facile de trouver qu'est-ce qu'il y a comme contenu. Donc, il y a comme le contenu brut, juste les chaînes de caractères, et tout ce qui est affichage se retrouve dans le CSS, et tout ce qui donne le dynamisme
Donc, le comportement dynamique, lui, il est dans le JavaScript. Puis on essaie parce que même le JavaScript, on veut pas le mettre dans la page, on va juste les mettre avec des inclusions. Parce que ta page, tu voudrais qu'elle soit comme presque pure, juste des tags HTML. Puis il y a des gens qui vont rechercher ça, cette vision-là de vraiment bien découpler. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, tu te trompes pas du tout. C'est l'équivalent d'avoir un code qui est propre, un code clean dans le fond, de dire vraiment je suis capable de séparer les trois, parce qu'après ça te permet aussi de séparer le travail. Donc tu peux avoir des intégrateurs qui vont jouer juste avec le HTML puis le CSS, qui vont pas nécessairement jouer avec le JavaScript. Tu peux avoir des développeurs front-end qui veulent pas nécessairement jouer avec le CSS, puis eux autres sont là juste pour implémenter les fonctionnalités du site web ou les parties un peu plus dynamiques ou un peu plus d'interaction. Donc selon moi, c'est une bonne façon de procéder. C'est pas toujours évident d'y aller avec cette façon de penser-là, surtout quand on n'est pas habitué, ça fait longtemps qu'on fait du HTML, mais je pense vraiment que c'est une bonne façon de... Moi, j'ai vu aussi, puis Guy, tu pourras me dire si toi aussi t'as vu ça, quand on est dans le monde Microsoft, il y a même des gens qui, par extension, quand ils parlent d'HTML5, eux, dans leur tête, ils présument que tu développes ton site avec la technologie ASP.NET MVC 3.0 qui est vraiment la dernière incantation là, ce que Microsoft ont fait puis qui te permet de pouvoir faire ça. Est-ce que c'est aussi quelque chose que toi tu as vu des gens qui implicitement quand ils vont dire notre site est dans HTML5, si tu regardes quelle technologie ils ont pris, ils ont fait ça en ASP.NET MVC. Oui, vraiment dans le monde Microsoft, comme tu disais là, quand je vais dans des groupes d'utilisateurs .NET ou quand je vais dans des conférences qui sont plus axées à travers les technologies Microsoft, effectivement, parce qu'il y a quand même une bonne implémentation de HTML5 dans Visual Studio avec l'IntelliSense, puis donc il y a moyen de créer des sites web. Tu parles de Visual Studio puis de HTML5. Dernièrement, il y a une espèce de rustine ou de plugin là qui met à jour une extension, oui, pardon, qui met à jour Visual Studio 2010 là pour mieux supporter le HTML5 là dans Designer. T'avais déjà avec le Service Pack une implémentation de HTML5 qui était bien, qui était pas nécessairement complète. Donc ce correctif-là vient ajouter une meilleure implémentation de HTML5. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va voir aussi au fur et à mesure que le standard HTML5 va évoluer. Effectivement, parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'outils qui nous permettent de dire OK, on va commencer à coder en HTML5 avec une notion de ce qu'on appelle dans Visual Studio l'IntelliSense. Ouais. Mais Mario, tu parlais d'MVC, ben c'est surtout que là on a le contrôle à 100% du output là qui est généré. Ben, souvent les gens qui ont cette préoccupation-là, disent moi je veux un web pur, c'est-à-dire juste mes tags HTML d'un côté, mes CSS qui font le rendu d'un autre côté, mon JavaScript puis bien découplé. Et ces gens-là qui ont cette compréhension-là et cette volonté-là, eux adorent le modèle ASP.NET MVC parce que justement le MVC force aussi de bien découpler ta vue, de ce qui est tes contrôleurs. Puis pour eux c'est comme une extension, donc ils vont utiliser leur MVC pour gérer justement leur HTML et leur CSS. Oui, effectivement. Puis donc ça va comme main dans la main là pour en tout cas ça plaît à cette communauté-là qui recherchait ça. Puis si on regarde dans d'autres technologies, la communauté Ruby a été un des précurseurs qui a poussé ça beaucoup. Je pense qu'il y a un effet de base du côté PHP. Je connais pas tant que ça de la communauté PHP, mais je pense qu'ils sont rendus là, eux autres aussi. Hein. Oui. Tellement il y a beaucoup de frameworks pour faire du MVC en PHP. Au niveau d'HTML5, j'ai aussi lu qu'il y avait une façon de stocker des informations localement. Est-ce que c'est dans le standard HTML5 ou c'est des extensions, une espèce de base de données locale? Ouais, pour faire du offline storage. Ouais. Donc, ça te permet de sauvegarder localement, toujours en gardant un aspect sécurité, un genre de sandbox qui te permettrait de pas jouer sur tout l'ordinateur. C'est très loin d'être une spécification finale présentement. Mais donc, est-ce que ça serait dans la spécification finale? Ça serait dans la spécification finale. Ça s'enligne vers ça. Donc, ça nous permettrait présentement, ce qu'on peut faire avec les navigateurs, c'est des cookies. Ouais. Donc, c'est à peu près tout ce que tu peux sauvegarder. Sinon, tu utilises d'autres langages, des plugins comme Java qui te permettraient de sauvegarder localement ou Silverlight aussi. Fait que là aussi, si on parle de WebSocket, c'est-tu aussi dans cette partie-là qui est pas implémentée ou qui est pas encore standardisée? Effectivement, c'est pas encore standardisé. Il y a certains navigateurs qui l'implémentent. D'autres navigateurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer un plugin
qui te permettrait de l'installer, par exemple, Internet Explorer, tu peux installer un plugin qui va te permettre d'utiliser cette fonctionnalité-là, qui est pas encore dans le core du navigateur, mais qui va te permettre de tester un peu cette partie d'HTML5 qui est pas encore finale. Mais pourquoi il y a tellement d'effervescence autour de WebSocket puis du local storage? C'est vraiment la notion de pouvoir sauvegarder localement, dans le fond, des données. Donc, ça va être vraiment... présentement, on parle peut-être un peu beaucoup de mobilité, on parle beaucoup d'applications web, et une des limites qui revient quand on parle d'applications web, c'est le mode hors ligne. C'est-à-dire que moi, si je vais dans le métro, si je prends le métro, puis je veux utiliser mon application hors ligne, ben mes données sont sauvegardées en ligne parce que c'est une application web, donc j'ai pas cette possibilité-là. Il me faut une application native, soit une application native sur mon appareil mobile, soit quelque chose de local dans mon système d'exploitation pour me permettre de faire ça. Donc avoir une partie d'offline storage, ça me permettrait d'utiliser mon application, comme ça le dit, en mode offline. C'est part aussi la recherche pour circonscrire deux des faiblesses les plus criantes du web, c'est-à-dire que si t'as pas de connexion Internet, t'es foutu parce que t'es plus capable de retourner sur le serveur. Là, si t'aurais une intelligence qui dit j'ai pas de connexion, mais je vais utiliser mon offline storage comme une cache pour te donner une expérience d'utilisateur peut-être amoindrie, mais quand même plaisante. Oui. Puis quand tu vas retrouver la connexion, parce que souvent, surtout quand tu es mobile, ça peut être juste pendant 7-8 secondes que tu n'as pas de connexion, puis là, tout d'un coup, la connexion revient. Là, il te redonne, lui, une expérience utilisateur de haut niveau. Donc, première souffrance que ça permettrait de se circonscrire. L'autre, moi, je pense, qui est aussi non négligeable, c'est que les WebSockets, c'est que là, on pense peer-to-peer, c'est-à-dire des applications qui, au lieu d'être dans un modèle client-serveur, où est-ce que le serveur amène une page, là, c'est vraiment, on échange des petites brides d'informations. Est-ce qu'on peut peut-être définir c'est quoi le WebSocket? C'est, dans le fond, c'est du multithreading. Fait que, en JavaScript, j'appelle mon serveur, j'ai une connexion qui est fixe avec le serveur, puis le serveur me retourne l'information, seulement les brides d'informations que j'ai. Donc un peu comme les bonnes vieilles librairies de socket, là, c'est-à-dire que tu es capable de te faire une connexion attachée, puis que tu vas pouvoir ouvrir et tenir pendant un certain bout de temps. C'est sûr que tu peux avoir faut que tu gères toutes tes questions de timeout, ces choses-là, mais en temps normal, tu vas être capable d'échanger des paquets sans avoir à passer forcément par le HTTP puis faire une requête comme on fait aujourd'hui avec des web services. OK, mais tout ça en JavaScript. Du côté client. Du côté client. Du côté client, tout ça en JavaScript. Mais le JavaScript va appeler des librairies qui vont faire ça. Oui, mais on s'entend, là, mais on va avoir des librairies, là, mais tout ça va être... Fait qu'on va pouvoir développer des applications plus riches, là, finalement. Mais nos outils de développement puis de débogage... c'est là où est-ce que une compagnie comme Microsoft pourrait se démarquer beaucoup de la compétition en offrant des outils avancés pour faire ça. Fred! Oui. Ben, déjà, le fait que tu vas travailler avec du JavaScript, tu vas quand même avoir moyen de déboguer. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de faire éventuellement des outils qui vont être plus poussés, là, pour... En fait, en 2011, c'est peut-être un petit peu ardu, là, si on veut tout faire... Non, effectivement, c'est pas évident. C'est possible, c'est pas la meilleure solution, mais comme c'est pas encore un standard qui est très utilisé ou qui est pas final, présentement, à ma connaissance, je sais pas s'il en existe, mais à ma connaissance, j'ai pas vu d'outils qui te permettraient de mieux gérer ça. Comme je disais tantôt, juste des outils qui te permettent de développer du HTML5, donc d'utiliser les tags avec un genre d'intelligence ou d'avoir une vérification de ton code par rapport à ça. C'est pas des outils qui sont encore énormément présents. Il n'y a pas énormément d'outils qui se font faire. Là, quand on tombe dans quelque chose de plus spécifique, comme les WebSockets. Mais là, comme tu disais, la standardisation n'est même pas terminée là-dessus. Là, c'est loin d'être... Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens s'avancent pas même à présumer qu'est-ce qui va se passer. C'est que avec un petit peu d'architecture, tu peux utiliser des web services puis te faire un peu l'équivalent des WebSockets. Oui. C'est-à-dire que c'est souvent ce que les gens vont faire. C'est-à-dire que ils vont dans leur JavaScript quand justement tu as un peu de temps libre, tandis que quand le processus est idle, ils vont aller poler avec leur web service, dire j'ai-tu quelque chose, puis ils vont avoir vraiment un lien avec un serveur, mais ils vont utiliser des web services, puis c'est la façon en 2011 où les gens le font, parce que personne ne veut s'avancer en disant je vais m'attacher avec une implémentation socket, parce que là tu deviens quasiment spécifique à un browser.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux le faire, tu vas faire quasiment, tu dis, ben là, tu utilises IE9, puis je vais être capable de te donner cette expérience-là. Mais en Google Chrome, c'est totalement différent, ça devient, puis si tu veux avoir un peu quelque chose de portable, tu finis par revenir au bon vieux web service. C'est le côté que beaucoup de développeurs ont, c'est la prudence avec HTML5 parce que il y a vraiment un engouement avec cette technologie-là parce qu'on parle de les téléphones mobiles, ben la plupart lisent le HTML5, donc les navigateurs sur le mobile le lisent ou vont le faire très rapidement sous peu. On parle des navigateurs, les dernières versions de navigateurs modernes qui sont sur HTML5. On parle éventuellement de Windows 8 où il va y avoir une couche applicative qu'on va pouvoir faire en HTML5. Donc, il y a vraiment une utilisation qui est de plus en plus présente, mais il y a quand même la notion de prudence en arrière à cause que la spécification n'est pas finale. Mon cher Fred, t'as ouvert oui, une porte, là. Il y a eu quelques annonces, OK. Présentement... La porte était, il a dit le mot Windows 8. Ouais, effectivement. Ouais. Il y a eu quelques annonces dernièrement, dans les derniers mois, puis il n'y a pas eu grand-chose qui a été annoncé au niveau de Windows 8, mais il y a eu des choses intéressantes. Oui, ben ça a été non, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces par rapport à Windows 8. Il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube, ça fait quoi, peut-être un mois et demi à peu près, qui présentait un très léger preview de Windows 8 où on avait une couche qui était peut-être un peu plus à la Windows Phone, donc qui reprenait un peu le Metro UI. Ce que j'appelle la couche tuile. C'est-à-dire exactement. On est maintenant dans un monde que si Microsoft, on va te présenter une interface qui va être des tuiles, comme on a aujourd'hui sur le Windows Phone 7. Puis Guy, t'as un de tes blogs on pourrait même mettre un lien sur ce blog-là où t'as présenté ce que Microsoft va faire avec l'Xbox, ce qu'ils veulent faire avec Windows 8 et ce qu'ils veulent faire avec C'est la même interface. Oui. C'est les mêmes concepts, là. C'est le concept, en fait, de tree screen, là, ou, je sais pas comment ils l'appelaient. C'est-à-dire d'avoir la même expérience que tu sois sur un mobile, que tu sois sur un slate, une tablette. Une tablette, ouais. Ou que tu sois sur un ordinateur, ou même, moi, j'irais jusqu'à sur la console screen, de jeu. Là, ou même sur une Xbox. Télévision, donc sur une console de jeu ou tout simplement ta télévision. Là, Oui, puis on regarde avec la Kinect, Microsoft a l'outil idéal justement pour faire comment on appelle ça, des gestures en français, la détection de mouvements. Les mouvements. Si on écrirait ça, c'est que t'as un concept de tuile. Donc les tuiles, ce que tu veux faire avec tes mains, c'est les déplacer. Ça va bien sur un téléphone parce que là, tu prends ton doigt puis tu fais une gesture, mouvement. Tu fais aller ton doigt comme d'un côté ou de l'autre, puis ça fait déplacer, bouger. Puis là, tu peux le faire même avec ta main quand t'es avec une télévision. Ouais, puis la Xbox, puis qui est couplée avec la Kinect. Là. C'est vraiment une interface que moi personnellement, puis encore là, des fois le monde a de la misère parce que je travaille chez Microsoft, mais je le dis vraiment en tant que Fred, c'est vraiment une interface que j'aime. Le concept métro est vraiment réussi là. Puis tout le monde dans l'industrie là, que ce soit de pas juste des gens de Microsoft ou des utilisateurs Microsoft reconnaissent que c'est une interface qui est vraiment aboutie là, qui est vraiment innovatrice. Oui, puis de l'utiliser sur, comme tu dis, les trois écrans, les three screens. Je trouve ça très bien. Ce qui est la difficulté aujourd'hui pour Microsoft, c'est que c'est juste des annonces et ils n'ont pas de produits qui fonctionnent, tandis que leur gros compétiteur qui s'appelle Apple, eux, même s'ils ont un paradigme différent, tu peux utiliser aujourd'hui une tablette et c'est toujours le principe que les premiers arrivés, même s'ils ont peut-être pas la meilleure approche, ben ils gagnent plus de visibilité. Mais pour revenir à cette annonce-là, ils ont annoncé Windows 8, puis on parle d'HTML5 aujourd'hui. C'est quoi le rapport là? C'est la couche, parce que j'ai vu le même vidéo que vous. Donc, c'est la couche, dans le fond, la couche un peu à la Metro UI, qui vont être des applications HTML5. Donc, on va pouvoir utiliser HTML5 pour développer ces applications. Ici, on parle d'HTML5 dans son sens HTML, des tags HTML, CSS3 et JavaScript. Oui, le sens large. Oui. Puis pour le monde, la communauté Microsoft, c'était quand même une grosse annonce, ça, parce que on sait que Microsoft investit depuis plusieurs années dans des technologies comme Silverlight, depuis maintenant 10 ans avec la technologie .NET. Donc là, ça a créé beaucoup de gens se disaient, pourquoi j'ai investi tant que ça à apprendre le C#, à maîtriser mon VB.NET, quand on me dit maintenant qu'il va tout falloir que je développe en JavaScript avec du HTML5.
Mais c'est une des façons. Mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, Guy. C'est quelque chose qui a peut-être pas bien été perçu. Dans la vidéo, effectivement, l'emphase est mise sur la couche Metro UI parce que c'est une des grosses nouveautés de Windows 8. C'est ce qui va permettre d'arriver sur un appareil comme un Slate qui va nous permettre d'avoir une interface plus épurée. Mais il y a toujours la couche comme on la connaît, la couche plus Windows, le système d'exploitation en arrière. Donc c'est pas HTML5 va pas remplacer du ASP.NET, va pas remplacer au niveau du web Silverlight. C'est un autre langage de programmation qui va nous permettre d'arriver à nos fins avec avec nos différents besoins. Là. Puis même, je vais ouvrir une porte. Il y a eu un blog, je mettrai le lien de Scott Hanselman il y a quelques jours où est-ce qu'il lui posait littéralement la question. On sait que il y a été un temps, quand on programmait il y a très longtemps, on programmait directement en assembleur parce que on essayait d'avoir le maximum de performance et on voulait que notre code soit le plus proche possible du physique. Là. Et un jour, on s'est rendu compte qu'on avait assez de performance et qu'on pouvait changer de paradigme et ne plus programmer en assembleur, mais programmer par exemple avec le langage C, qui lui générait de l'assembleur en arrière, puis après ça... Et là, il y a du monde qui commence à regarder le web en se disant, savez-vous le fait qu'on supporte justement HTML5, CSS3 et JavaScript, est-ce qu'on pourrait pas voir ces trois technologies-là comme étant le nouvel assembleur du futur, c'est-à-dire qu'on a tellement de capacité de performance, que ce soit sur un téléviseur, sur un mobile, parce qu'aujourd'hui, tu prends... moi, j'ai un petit iPhone 4. Écoute, t'as pas ça qu'il y a là-dedans, c'est plus puissant, c'est 5000 fois plus puissant qu'un mainframe des années 60, là. Qui lui faisait 100 pieds par 100 pieds dans une grande salle climatisée. Et donc, beaucoup de gens ils disent, écoute, ça, on peut voir ça comme le nouvel assembleur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir... Comme aujourd'hui, je peux programmer encore en assembleur directement, si je veux le faire. Pas peu de gens le font, mais il y a encore du monde qui vont le faire. Ou je vais programmer avec des langages de plus haut niveau qui vont me transférer le tout à l'heure en JavaScript et en HTML5. Puis là, ça a amené toute la conversation autour de une tendance lourde quand même qu'on voit dans l'industrie. Google étant une des compagnies qui a été très précurseur à ce niveau-là avec leur Google JWT, donc Google Web Toolkit. Web Toolkit. Grosso modo, tu programmes en Java et en arrière de la couverte, lui, il va un peu comme quand tu compiles, il transfère ça en JavaScript et en HTML. Et il y a l'équivalent aussi d'une technologie qui a été faite du côté Microsoft par quelqu'un qui travaille chez Microsoft qui est le C# Script ou Sharp Script, comment? Script Sharp, excusez-moi, Script Sharp, qui lui aussi tu programmes en C# et génère du JavaScript. Donc ça amène toute une réflexion à se dire, le fait que Microsoft dise, dans mon Windows 8, m'a supporté ce bas niveau-là qui est du JavaScript avec du HTML, c'est peut-être la reconnaissance par Microsoft que l'industrie a besoin de ce bas niveau-là. Puis après ça, on va compétitionner sur d'autres couches d'abstraction qui vont être les plateformes de développement. Ou est-ce que là, peut-être que le futur, c'est qu'on va développer avec du XAML puis du C#, puis en arrière, ça va nous générer du HTML5, puis on le verra même plus. Ça va rester à voir au mois de septembre lors de la conférence Microsoft Build. Oui, parce que c'est beaucoup de gens s'attendent à ça, s'attendent à ce que Microsoft va annoncer quasiment un troisième chemin. Ça veut dire, tu peux y aller natif, JavaScript avec du HTML5, un peu comme aujourd'hui je peux programmer en assembleur. Tu peux aussi faire des applications du vieux modèle, c'est-à-dire .NET, où est-ce que là, ça roule comme dans Windows 7. On nous a montré que Windows 8 va supporter ces applications-là. Tu vas pouvoir même les programmer en C++ si tu veux, puis programmer to the bare metal, comme on dit en anglais, là, c'est-à-dire vraiment au niveau de la machine. Et peut-être qu'il y aurait un troisième chemin qui serait quelque chose qui serait un nouveau modèle d'abstraction qui viendrait compétitionner ce que Google offre avec GWT. Comme autre façon de faire du développement, puis j'imagine que là, Microsoft va voir utiliser le savoir-faire qu'ils ont du côté C#. Je pourrais pas croire que... Il va falloir attendre au mois de septembre. Mais n'étant pas dans le secret des dieux, on peut quand même se dire Microsoft voudra sûrement pas jeter aux poubelles leur langage C#, voudra pas jeter aux poubelles sa plateforme .NET. Ils ont investi depuis 7 ans maintenant qu'ils ont investi du côté XAML. Donc, ils ont comme tous les blocs pour être capables de faire ça. La question, c'est vont-ils l'annoncer? C'est ce qu'on va vous parler. On a des émissions prévues en septembre. On s'attend en tout cas. Mario et moi y allons, donc... On va être curieux de savoir, puis peut-être que Microsoft vont complètement nous annoncer quelque chose d'autre, puis les bras vont nous tomber, puis on va faire comme « Ah!
wow, fantastique. Ou on va peut-être revenir un peu déçu en se disant, moi, ben là, on sait pas trop ce qu'ils s'en vont avec leur cheval. C'est ce qu'on verra, mais c'est intéressant quand même quand on parle de HTML5, de prendre conscience que HTML5, c'est aussi vu comme 3 technologies qui fonctionnent ensemble et qui sont un peu comme un bas niveau pour faire des applications qui sont utilisables par tous les types de bidules, que ce soit un téléphone mobile, une console Xbox avec un écran de plasma de 2 mètres par 2 mètres. Non, 1 mètre par 1 mètre peut-être. Un jour, peut-être, nous, on a folie des grandeurs à Montréal. Il y avait le show de YouTube en fin de semaine, donc on était habitués aux grands écrans, c'est ce qui se passe. Oh boy. Et ton bon vieux PC qui pourra te permettre aussi de faire ça, ou un tablette. C'est vers ça qu'on s'en va, à quelque part, là, tranquillement, pas vite, là. Ouais. Malheureusement, parce qu'il y a vraiment peu de gens chez Microsoft qui sont dans le secret des dieux, et nous sommes loin, nous, des 3, d'être dans le secret des dieux. On est au même niveau que nos auditeurs, malheureusement. Mais on essaie de faire des hypothèses. On verra ce que... Septembre n'est pas trop loin non plus, là. L'été passe tranquillement, puis après ça, on retombe dans... Ouais. Ça va être un automne intéressant. Ça s'en vient vite. Écoute, c'est début septembre, la conférence Build. Donc, on attend la semaine du 12 septembre, On attend tous avec anxiété de savoir qu'est-ce que Microsoft va nous annoncer. Donc, si on récapitule, HTML5, si tu le prends à sa définition pure, c'est 7-8 nouveaux tags. Il y en a quelques-uns qui sont très, très bien solides aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont bien reconnus par l'industrie. Implémentés, vidéo, puis implémentés dans les différents browsers. Et il y en a plusieurs qui sont encore très brouillons, ça dépend des navigateurs. Chaque navigateur a sa façon à lui de le traiter, puis il y a un peu de guerre là-dedans, c'est typique, hein. Personne veut. Ce qui est quand même bien, c'est qu'avec HTML5, la notion de guerre, moi je la trouve de loin moins présente, c'est-à-dire qu'il y a moins de notion on essaie vraiment de faire comme on veut. Puis c'est quand même c'est bien implémenté. Peut-être que tous ces gens-là se sont rendus compte que d'avoir une espèce un assembleur, une machine virtuelle de bas niveau que tout le monde reconnaît, ça ne peut être que bénéfique pour toute l'industrie. Donc absolument les gens à l'âge de se chicaner quand ils se rendent compte que la guerre est ailleurs, c'est-à-dire que c'est sur un autre niveau qu'on doit compétitionner et que on a tous à gagner à avoir une machine virtuelle web que les applications pourront rouler sans avoir des comportements différents d'un à l'autre. Aujourd'hui, là, si on revient il y a juste un an passé, tu roulais de quoi dans IE8, c'était complètement différent de ce que ça pouvait avoir dans Chrome, et c'était... Donc, tout le monde aura gagné de pouvoir dire, j'ai fait une application, puis elle roule pareil, que je sois sur un iPad, ou que je sois sur un bidule Windows, ou que je sois dans le nouvel ordinateur Google, comment qu'il l'appelle, Google? Chromebook. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il va y avoir une prolifération de types d'ordinateurs. On n'a plus un seul ordinateur. La vision originale de Microsoft, un ordinateur sur chaque bureau, un PC sur chaque bureau, qui était la vision des années 85, 90, Guy? Oh mon Dieu. Ça monte à 20 ans. 80, au début des années 80. Donc, cette vision-là du PC unique, aujourd'hui, on pourrait quasiment dire... Mais, oui, tout le monde a un ordinateur, mais en réalité, tout le monde a plusieurs ordinateurs parce que dépendant du contexte, je peux être soit devant mon téléviseur ou soit devant mon PC, parce que le PC va continuer quand même à exister, ou soit devant une tablette, ou soit devant mon téléphone. Puis, quel que soit le contexte, je veux être capable de réutiliser mon information puis avoir une qualité de vie. En fait, le HTML5 puis avec les CSS, ça va nous aider en tant que développeurs à coder pour ces différents types d'écrans-là. Oui, parce qu'il y a une compréhension sur les différents écrans, sur les différents navigateurs, sur les différents systèmes d'exploitation. Il y a comme un consensus sur HTML5 qui va être déployé partout, mais aussi sur la facilité qu'on va pouvoir avoir directement dans HTML5 puis dans CSS, de pouvoir adapter notre rendu finalement, le rendu de nos pages sur les différentes plateformes. Puis je pense qu'il y a même un consensus plus large que ça. Si tu regardes même tous les navigateurs sur un PC, ils commencent tous à se ressembler. Tu regardes IE9, tu regardes Google Chrome, ils sont tous dans une interface minimaliste, c'est-à-dire qu'on essaie d'enlever
Écoute, tu prends IA, t'as même plus le mot Microsoft écrit nulle part, là. Tu sais pas vraiment que t'es dans IA. Tu sais juste que t'es dans un navigateur qui prête quasiment la même chose que Google Chrome ou Firefox. À quelque part, c'est ce que tu veux, c'est le maximum d'espace pour voir le contenu de ta page. Ouais. Puis d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de fameuses nouvelles interfaces basées sur les tuiles, ben c'est fini là, le jour où on avait des tours de fenêtre avec des barres de menu. Il y a plus ça maintenant dans le nouveau Windows 8. C'est littéralement, on prend tout l'espace pour l'application. Une des façons, Mario. Une des façons, c'est sûr. Si tu as fait une application en .NET 1.1 qui est écrit en Windows Form puis que tu la lances, elle va encore s'afficher dans une bonne vieille fenêtre comme on avait. C'est la beauté, je pense, de ce que Microsoft offre, c'est qu'ils disent pas que tu dois complètement abdiquer ce que tu faisais dans le passé. Tu vas pouvoir continuer à utiliser tes vieilles applications parce qu'ils sont quand même encore utiles. C'est ce qu'on va voir au mois de septembre. Et ben ça, ils l'ont quand même annoncé. Ça, je l'ai vu là. Tu vois dans la vidéo, tu vois, ils te montrent une application, ils te montrent un Microsoft Word qui marche. Tu te dis ouais, ça a bien du sens. Écoute, si Microsoft avait dit non, avec Windows 8, tu peux plus utiliser tes vieilles applications, on pourrait dire que ça serait été le début déjà de la fin. Hein. Ça fait le tour, hein, Frédéric? Ben merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Ouais. En plein milieu de l'été. Oui. En terminant, as-tu notre sujet, c'est HTML5, mais est-ce que tu as une source d'information intéressante pour les développeurs qui aimeraient s'instruire là, sur HTML5? Ben, deux choses. Si vous voulez aller voir un peu le potentiel d'HTML5, là, c'est mon ami John Bristow qui va être content. C'est un des sites web qui gère. C'est makeawesomeweb.com. Okay. Et c'est on va mettre le lien. Comment? On va mettre le lien, nous, sur la page. Donc, c'est un paquet de sites web qui utilisent des technologies HTML5, donc que ce soit des choses un peu plus flyées ou des fois juste des sites web informationnels ou juste des blogs qui ont utilisé la technologie HTML5 pour faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, ça vous donne une grosse vue sur qu'est-ce qu'on peut faire avec HTML5. Sinon, ben, bien sûr, il y a le site du W3C. Si vous voulez aller voir un peu la spécification, vous avez beaucoup de temps pour lire la spécification. C'est des centaines de pages à imprimer. Sinon, ben, vous pouvez aller sur beautyoftheweb.com qui vous montre, vous pouvez aller tester HTML5 avec Internet Explorer 9. Parce que le but du message de Microsoft, c'est-à-dire que Internet Explorer 9 supporte HTML5 parfaitement là, sans justement on cesse de vouloir faire des choses propriétaires et on fait juste reconnaître qu'il y a un standard et on veut le supporter dans sa plénitude. Exactement. Puis les choses qu'on supporte pas encore, les trucs de spécification qu'on supporte pas encore, il y a possibilité. Vous allez sur Interoperability Bridge. Tapez ça Interoperability Bridge Microsoft et vous tombez sur un site, parce que j'ai oublié le lien, vous tombez sur un site qui vous permet de downloader des plugins, par exemple WebSocket. Si vous voulez l'essayer, c'est pas implémenté dans i9 parce que on n'est pas sûr encore où ça va se rendre dans la spécification, mais si vous voulez l'essayer, tester pour être prêt pour que si un jour ça soit implémenté, par exemple dans Internet Explorer 10, ben vous allez déjà être prêt, vous allez déjà avoir vu comment ça fonctionne, vous allez déjà avoir pu créer un site par rapport à ça. Parce que Internet Explorer 10, c'est celui qui va venir avec Windows 8, donc on s'attend en tout cas. Oui. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. C'est ce qu'on va savoir en mois de septembre. J'aime ça. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Bien plaisant de t'avoir déplacé en plein milieu de l'été. Et nous, ben, on souhaite à nos auditeurs qui sont en vacances, profitez-en. Ben oui, parce qu'on n'a pas de nouvelles, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Non, hein, c'est vrai. Et c'est la saison morte. Ben, en fait, il y a la conférence des partenaires cette semaine qui s'est ouverte aujourd'hui. Pas beaucoup d'annonces. Des choses en plein mois de juillet. Puis au niveau de la communauté, ben on fait la pause en juillet et en août et on est de retour en septembre. Ouais, nous on va avoir un podcast quelque part mi-août, fin août, un premier podcast parce qu'on recommence notre l'année et ensuite en septembre, il va y avoir des podcasts à côté qui vont traiter de build, ça c'est certain parce que c'est la conférence parce que comme Guy a dit, on va être là, on va probablement en profiter de nous enregistrer un ou quelques podcasts. Nos impressions. Oui. Ben sur ça, ben, on va souhaiter bonne programmation, puis bon été. Profiter des vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Oui. Au revoir. Plaisir. Visual Studio Talk Show.